On dit que le passé est un pays étranger, qu'on n'y retourne jamais, que les fantômes restent là où vous les avez laissés, enterrés sous les décombres de vos erreurs et de vos chagrins. Pendant 10 ans, j'ai cru à ce mensonge. Pendant 10 ans, j'ai bâti ma vie sur la tombe d'un jeune homme que j'avais été. Un homme naïf, fauché et follement amoureux, un homme qu'une seule femme avait réussi à briser en une soirée. Cette femme, c'était Céline. Et ce soir, 10 ans, 3 mois et 12 jours plus tard, elle se tenait dans l'entrée de ma maison. Elle n'était pas un fantôme, elle était là, en chair et en os, et elle regardait ma vie avec des yeux que je ne connaissais que trop bien. Des yeux remplis d'une envie si pure qu'elle en était presque palpable. Mais le plus cruel, le plus ironique dans tout ça, ce n'était pas qu'elle soit là, c'était la personne qui lui tenait la main, la personne qui l'avait fait entrer. Ma femme, Amélie, sa sœur, il y a 10 ans, je n'étais personne. Je veux dire, vraiment personne. J'étais Marc, l'étudiant en art, qui essayait de percer dans le design graphique. Je vivais dans une chambre de bonne, sous les toits de Paris, 9 mètres carrés. Les toilettes étaient l'une sur le palier et sentaient pointant l'humidité, et ma douche était un bac en plastique coincé à côté de ma kitchenette. Je n'avais pas d'argent. Je n'avais pas de relation. Je n'avais rien, sauf elle, Céline. Et à l'époque, je pensais que c'était tout ce dont j'avais besoin. Céline était solaire, c'est le mot que j'utilisais. Elle était blonde, incroyablement belle, elle riait fort et elle semblait dévorer la vie. Quand elle entrait dans ma misérable petite chambre, elle l'illuminait. Du moins, c'est ce que je croyais. J'étais fou d'elle. Le genre d'amour stupide, aveugle, qui vous fait accepter l'inacceptable. La vérité, c'est que Céline n'illuminait pas ma chambre. Elle la jugeait. Je me souviens des petits détails. La façon dont elle posait son sac sur ma seule chaise, comme si le sol était sale. La façon dont elle soupirait quand je lui proposais des pâtes au pesto pour la 3e fois de la semaine. Encore, disait-elle, non pas avec colère, mais avec une lassitude qui me tuait. Elle passait des heures sur son téléphone, à faire défiler des photos de filles à Dubaï, à Mykonos, des filles qui buvaient du champagne sur des yachts. « Regarde ça, Marc, me disait-elle. C'est ça la vie, pas tout ça. » Et elle faisait un geste vague vers ma fenêtre qui donnait sur une cour grise. J'essayais de la rassurer. Je lui parlais de mes projets, de mes croquis, de cette petite agence de design que je voulais monter. « Patiente encore un peu, chérie, je vais y arriver. On sera bien, tu verras. » Elle souriait, mais ce n'était pas un sourire, c'était une grimace polie. Et puis, le jour de notre 2e anniversaire est arrivé. J'avais travaillé comme un fou. J'avais fait des missions d'intérim en plus de mes études. J'avais à peine dormi pendant 1 mois. Mais j'avais réussi. J'avais économisé un peu plus de 100 euros. Pour moi, c'était une fortune. Je voulais lui faire la surprise. Je l'avais invité dans un vrai restaurant. Ce n'était pas le Ritz, soyons clairs. C'était un petit bistrot italien dans le 11e, Il Valentino. Des nappes à carreaux rouges et blancs, des bougies sur les tables, de la bonne cuisine simple. C'était charmant. C'était honnête. C'était moi. J'étais tellement fier. J'avais mis ma seule chemise correcte. J'attendais à l'intérieur, le cœur battant. Elle est arrivée avec 20 minutes de retard. Elle portait une robe noire, moulante. Elle était magnifique. Et elle le savait. Elle est entrée. Elle n'a pas regardé les bougies, ni les sourires des autres clients. Elle a scanné la salle. J'ai vu son visage se décomposer. Ce n'était pas de la déception. C'était du mépris. « C'est ici ?» m'a-t-elle demandé, sa voix à peine un murmure. « Oui, joyeux anniversaire comme mon amour, c'est un super endroit, tu verras. On dit que leurs pâtes à la truffe sont incroyables. »« Des pâtes » a-t-elle répété, sans expression. Elle s'est assise, rigide. Le dîner a été une torture. J'essayais de parler, de me souvenir de notre rencontre. Elle répondait par monosyllabes. Ses yeux fuyaient. Il passait de son téléphone à un couple plus âgé. Près de la fenêtre, l'homme portait une montre qui brillait. La femme avait un vrai sac de marque. Céline ne les quittait pas des yeux. Je sentais la panique monter. Je savais que je la perdais. « Céline, » j'ai dit, ma voix tremblante, « parle-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle a posé sa fourchette lentement. Elle a bu une gorgée de son verre de vin et elle m'a regardé. Pour la première fois de la soirée, elle m'a vraiment regardé. Il n'y avait plus d'amour. Il n'y avait même plus d'affection. Il n'y avait que du froid. « Ce qui ne va pas, Marc, c'est ça ?» Elle a montré la nappe à carreaux.
c'est cet endroit, c'est ce vin, c'est cette médiocrité. J'ai senti le sang quitter mon visage. Médiocrité. Céline, j'ai fait de mon mieux. J'ai économisé pendant un mois pour... Pourquoi? Pour des pâtes? Elle a ri, un rire sec, brutal. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? J'ai 23 ans. Je suis belle. Je ne vais pas passer ma vie à faire de mon mieux. Je ne veux pas de ça. De quoi tu parles? Je t'aime. L'amour. Elle a levé les yeux au ciel. L'amour ne paie pas un loyer dans le 6e arrondissement. L'amour n'achète pas une paire de loups-boutins. L'amour ne t'emmène pas aux Maldives. J'étais sans voix. La violence de ces mots me clouait sur place. Marc, a-t-elle continué, son ton devenant presque professoral. Il y a 2 types de personnes dans ce monde. Ceux qui regardent les autres vivre et ceux qui vivent. Moi, je veux vivre. Je ne veux pas survivre. Elle a pris son sac. J'ai rencontré quelqu'un. Un coup de poignard. Je l'ai senti physiquement. Il s'appelle Arnaud. Il est dans la finance. Il a un appartement près du Trocadéro. Il conduit une Porsche. Elle s'est levée. Tous les gens dans le petit restaurant nous regardaient. J'avais l'impression de rétrécir. Arnaud, lui, il peut m'offrir le monde, Marc. Il comprend ce que je vaux. Elle s'est penchée vers moi. J'ai cru, l'espace d'une seconde, qu'elle allait m'embrasser. Une dernière fois, non. Elle m'a dit, sa voix si basse que j'étais le seul à pouvoir entendre. Toi, tu ne peux même pas m'offrir un dîner décent. Elle est partie. Elle a laissé son verre de vin à moitié plein sur la table. Je suis resté assis là, je ne sais pas combien de temps. 10 minutes, 20, le monde s'était arrêté. Je n'entendais plus la musique italienne. Je ne sentais plus l'odeur de l'ail. Je sentais juste le froid, un froid polaire au milieu de ma poitrine. Le serveur, un homme gentil avec une grande moustache, s'est approché timidement. « Monsieur, tout va bien? Votre ami a oublié son écharpe. » J'ai regardé l'écharpe, une écharpe bon marché qu'elle détestait. « Elle n'en aura plus besoin, » j'ai murmuré. Puis, l'humiliation finale. Il a baissé les yeux, gêné. « L'addition, monsieur? J'ai payé, avec l'argent que j'avais gardé pour le taxi du retour. » Je suis sorti du restaurant. Il s'était mis à pleuvoir. Une de ces pluies de fines et froides de novembre. Je n'avais pas de parapluie. Je n'ai pas pris le métro. J'ai marché des heures, de la Bastille jusqu'à ma chambre de bonne près de Montmartre. Quand je suis arrivé, j'étais trempé jusqu'aux os dehors et dedans. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. J'étais au-delà des larmes. J'étais vide, mort. La seule chose qui résonnait dans ma tête, c'était sa voix. Je veux vivre, pas survivre. Tu ne peux même pas m'offrir un dîner décent. Un raté. Elle n'avait pas utilisé ce mot, mais c'est tout ce que j'entendais. On dit que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. C'est des conneries. Ce qui ne vous tue pas vous laisse mutiler. Ça vous laisse des cicatrices qui tirent et qui brûlent quand il pleut. Les 6 premiers mois ont été un enfer. J'ai touché le fond. J'ai arrêté d'aller en cours. J'ai à peine quitté ma chambre de 9 mètres carrés. J'ai perdu du poids. J'ai failli tout abandonner, retourner chez mes parents en province, admettre que j'étais ce qu'elle avait dit, un raté. Et puis un jour, en regardant mon reflet dans le miroir fissuré de ma salle de bain, sur le palier, quelque chose a changé. Ce n'était plus de la tristesse que je voyais, c'était de la rage. Une rage froide, blanche, dévorante. Une rage contre elle, contre Arnaud, contre le monde, contre moi-même pour avoir été si faible, je veux vivre, pas survivre. Cette phrase, elle l'avait utilisée comme une arme pour me détruire. J'allais l'utiliser comme un marteau pour me construire. Ce jour-là, l'artiste en moi est mort. L'entrepreneur est né. J'ai changé de voie. J'ai abandonné l'art pur. J'ai plongé dans le design de sites web, l'e-commerce, le SEO. Des choses de concrètes, des choses pour qui paye. J'ai travaillé. Oh mon Dieu, comme j'ai travaillé. Je ne dormais plus. Je codais, j'apprenais, je prospectais, je vivais de café noir et de colère. Mes anciens amis artistes disaient que je m'étais vendu. Peut-être, mais je m'en fichais, je ne voulais plus jamais qu'on me regarde avec pitié. Je ne voulais plus jamais sentir cette humiliation. J'ai monté ma première boîte, Pixel Forge, depuis ma chambre de bonne. Le premier contrat, 200 € pour le site d'un plombier. J'ai failli pleurer de joie. Le premier échec, un client qui n'a jamais payé une facture de 2000 €. J'ai failli tout casser. J'ai appris à la dure. Les années ont passé comme des TGV. Année 3 après Céline. J'ai quitté ma chambre de bonne. J'ai pris un vrai appartement. Un 2 pièces avec mes propres toilettes.
une victoire. Année 5. Pixel Forge a embauché son premier employé, puis son deuxième. J'ai loué un petit bureau, je conduisais une Clio d'occasion, mais elle était à moi. J'avais remboursé mon prêt étudiant. Année 7. J'ai vendu Pixel Forge, très bien vendu, assez pour être à l'abri du besoin, assez pour acheter la Porsche dont Céline rêvait. Mais je ne l'ai pas achetée, parce que quelque chose d'étrange s'était produit. La rage s'était estompée, le besoin de lui prouver quelque chose avait disparu. J'étais devenu quelqu'un, non pas pour elle, mais pour moi. J'avais de l'argent, j'avais du succès, j'avais un bel appartement dans le Marais. Mais j'étais seul, la cicatrice était toujours là. J'avais eu des rendez-vous, bien sûr, mais c'était un désastre, je suis devenu paranoïaque. Quand une femme me complimentait sur ma montre, j'entendais Céline. Quand elle me demandait ce que je faisais dans la vie, je voyais ses yeux évaluer mon portefeuille. J'étais devenu cynique, riche, oui, mais froid vide. J'avais construit une forteresse autour de mon cœur. Et personne n'avait la clé. Je n'avais jamais revu Céline. Je n'avais jamais cherché à savoir ce qu'elle devenait. Pour moi, elle était morte ce soir-là, dans ce bistrot italien. Année 8 après Céline, j'étais à une exposition, une rétrospective sur le peintre Nicolas de Staël. L'art, mon premier amour. J'essayais de me reconnecter avec le jeune homme que j'avais été. C'était un de ces vernissages snobs. Des gens buvaient du champagne tiède en disant des choses intelligentes sur la juxtaposition des palettes. Je m'ennuyais. Et puis je l'ai vue. Elle était dans un coin, loin de la foule. Elle ne buvait pas, elle regardait un tableau. Le concert, elle ne le regardait pas, elle l'absorbait. Elle était différente. Elle n'avait pas le look des filles de vernissage. Elle portait un jean simple, un pull en laine épaisse, des bottines. Ses cheveux étaient moiles et bruns, attachés en un chignon désordonné. Elle était réelle. J'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis 10 ans. Je me suis approché d'une inconnue sans aucune arrière-pensée. « Il est incroyable, n'est-ce pas ?» j'ai dit. Elle a sursauté. Elle m'a regardé. Ses yeux étaient gentils. C'est le seul mot. Pas calculateur, pas impressionné. Juste gentil. C'est mon préféré, a-t-elle dit, sa voix douce. La façon dont il a mis toute cette douleur dans tant de couleurs, c'est bouleversant. Nous avons parlé, pendant 1 heure, de peinture, de musique, de la vie. Elle s'appelait Amélie, Amélie Leduc. Elle était restauratrice de livres anciens. Elle travaillait dans un petit atelier près de la place des Vosges. Elle était tout ce que Céline n'était pas. Elle était humble, elle était passionnée par son travail, un travail qui ne payait presque rien. Elle était drôle, d'un humour subtil et intelligent. À la fin de la soirée, je lui ai demandé son numéro. « D'accord, a-t-elle dit en rougissant. Mais je vous préviens, je suis un peu compliqué. J'aime ce qui est ça compliqué, j'ai répondu. Notre premier rendez-vous. J'étais terrifié. J'ai fait un test stupide, je sais. Je ne l'ai pas emmené dans un restaurant étoilé. Je l'ai emmené chez Louisette, au marché aux puces de Saint-Ouen. Un vieux boui-boui avec un accordéoniste et des frites grasses. Elle a adoré, elle a chanté, elle a ri. Elle a mangé ses frites avec les doigts. Elle ne regardait pas si quelqu'un la voyait. Elle était juste elle. Ce soir-là, pour la première fois en 8 ans, j'ai senti la glace autour de mon cœur commencer à fondre. Je suis tombé amoureux d'Amélie. Lentement, prudemment. Elle était, comme elle l'avait dit, compliquée. Surtout à propos de sa famille. Quand je parlais de la mienne, elle se fermait. « Et toi ?» je lui ai demandé un soir, alors que nous étions dans mon appartement. « Moi, c'est une autre histoire, » dit-elle en regardant par la fenêtre. « Mes parents ont divorcé quand j'étais jeune. Un divorce horrible. J'ai une sœur, une demi-sœur, en fait. Du côté de mon père, elle est tout ce que je ne suis pas. C'était l'enfant en or, la préférée. Moi, j'étais le mouton noir, l'artiste, celle qui vivait dans les livres. Son nom de famille était Leduc, le nom de sa mère. Son père, un homme qu'elle méprisait, s'appelait Durand. Ma sœur a pris le nom de mon père. Elle a choisi son camp, m'a-t-elle expliqué. Elle a choisi l'argent, les apparences. Je ne lui ai pas parlé depuis plus de 10 ans, depuis qu'elle a quitté la maison pour vivre sa grande vie. Elle s'appelle comment ? J'ai demandé, par impure politesse. Céline. Je n'ai pas tressailli, je n'ai pas fait le lien, pas d'une seconde. Céline. C'est un nom commun, et la Céline que j'avais connue n'avait jamais mentionné de sœur, surtout pas une mouton noir artiste.
et Amélie ne ressemblait en rien à Céline physiquement. Elles étaient aux antipodes. Céline était une bombe blonde, agressive, solaire. Amélie était brune, douce, lunaire. La seule chose qui m'a traversé l'esprit, c'est cette pauvre fille. Elle aussi, elle a été blessée par quelqu'un obsédé par l'argent. Cela nous a rapprochés. 1 an plus tard, je l'ai demandé en mariage, dans le même bistrot italien où Céline m'avait détruit. J'avais racheté le restaurant pour la soirée. Quand Amélie est entrée, il Valentino était vide. Il n'y avait que nous et des milliers de bougies. Elle n'a pas compris. « Marc, qu'est-ce que… » « Cet endroit, j'ai dit, ma voix tremblant pour la première fois depuis 10 ans. C'est ici que ma vie s'est arrêtée. Et c'est ici que je veux qu'elle recommence avec toi. Je me suis agenouillé. Elle avait dit oui. Nous étions mariés depuis 2 ans. Nous venions d'acheter notre première vraie maison. Une magnifique maison d'architecte à Meudon, avec un jardin qui descendait vers la forêt. C'était le rêve d'Amélie. Un endroit calme pour lire, un atelier pour ses livres. Nous avions décidé d'organiser une pendaison de crémaillère. Nos amis, ma famille, les quelques collègues d'Amélie. Une soirée simple, chaleureuse. La soirée battait son plein. La musique était douce, les gens riaient. Je regardais ma femme, Amélie, qui discutait avec ma mère. Elle était rayonnante. Elle portait une simple robe verte qui faisait ressortir ses yeux. Mon cœur était plein. Pour la première fois de ma vie, il était complètement, totalement plein. C'est à ce moment-là qu'Amélie s'est approchée de moi. Son visage était pâle. Elle avait l'air nerveuse. « Chérie, oui mon amour, tout va bien. J'ai quelque chose à te dire. J'aurais dû t'en parler avant. Je suis désolée. J'étais tellement nerveuse. » Mon estomac s'est serré. « De quoi s'agit-il ? C'est ma sœur, Céline. » Le nom, cette fois, je ne sais pas pourquoi, j'ai senti un frisson. Elle m'a appelé, a continué Amélie, se tordant les mains, la semaine dernière, pour la première fois en 12 ans, je crois. Elle est de retour à Paris, et elle est en difficulté, marque de graves difficultés. Elle a vraiment pris une profonde inspiration. Le type riche, le banquier, il l'a jeté il y a quelques mois. Apparemment pour une femme plus jeune, il l'a laissée sans rien. Elle n'a pas de travail, pas de diplôme. Elle est à bout. Elle pleurait au téléphone. Elle m'a supplié de l'aider. « Et qu'as-tu fait ?» j'ai demandé, ma voix soudainement rauque. « Qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? C'est ma sœur. Malgré tout, c'est ma sœur. Je lui ai dit qu'elle pouvait venir ce soir pour rencontrer nos amis, pour se changer les idées, pour voir que je suis là pour elle. » Amélie m'a regardé avec ses grands yeux inquiets. « Tu ne m'en veux pas ? Je sais que je n'aurais pas dû, mais elle semblait si seule. » Avant que je puisse répondre, avant que mon cerveau puisse traiter l'information. L'horrible, impossible coïncidence. Ding-dong, la sonnette. Amélie a sursauté. « Oh mon Dieu, ce doit être elle, j'y vais. Sois gentil avec elle, Marc, s'il te plaît. Elle a beaucoup souffert. » Elle s'est dirigée vers l'entrée. Moi, j'étais cloué au sol. Je ne pouvais plus respirer. Non, c'était impossible. Ce n'était pas cette Céline, c'était une autre Céline. Le monde ne pouvait pas être aussi petit, aussi cruel. J'ai entendu des voix dans le hall, des murmures, des pleurs étouffés. La voix d'Amélie, douce, rassurante. « Viens, ça va aller. Viens, je vais te présenter mon mari. » Et elles sont entrées dans le salon. Amélie est entrée la première, tenant par la main une femme qui se cachait à moitié derrière elle. « Chérie, » a dit Amélie avec un sourire nerveux, « je te présente ma sœur, Céline. Céline, voici Marc, mon mari. » La femme a levé la tête. Le temps s'est arrêté. Ce n'était pas la déesse de 23 ans que j'avais connue. C'était une version délavée, usée. Elle était toujours blonde, mais ses cheveux étaient ternes. Les rides de stress marquaient par le coin de ses yeux. Elle portait une robe qui avait dû être chère il y a 5 ans. Elle était l'ombre de la femme qui m'avait brisé. Mais c'était elle. Son regard a d'abord scanné la pièce. L'envie, je l'ai vue, pure, brute. Elle regardait les hauts plafonds, le piano à queue dans le coin, la vue sur le jardin illuminé. Elle regardait la vie qu'elle avait toujours voulu. Puis son regard s'est posé sur moi. Le sang a quitté son visage. Je l'ai vue blêmir. Sa bouche s'est entr'ouverte. Le verre de bienvenue qu'Amélie venait de lui donner a tremblé dans sa main. Choc, incrédulité, panique et enfin horreur. Elle m'a regardé. Puis elle a regardé Amélie, ma femme,
sa sœur. Puis elle m'a regardé à nouveau. Son cerveau essayait de connecter les points, le ratait. La maison de luxe, sa sœur mouton noir, mon mari. J'ai vu le moment précis où la pièce de monnaie est tombée. J'ai vu la réalisation la frapper comme un camion. Amélie, innocente, a senti la tension. Elle a regardé le visage livide de Céline, puis mon visage, qui devait être un masque de glace. « Qu'est-ce qui se passe ?» a murmuré Amélie. « Vous vous connaissez ?» Le silence. Toute la pièce semblait retenir son souffle. Céline ne pouvait pas parler. Elle était paralysée. J'ai fait un pas en avant. J'ai pris la main de ma femme, Amélie, et je l'ai attirée contre moi. Je n'ai pas quitté Céline des yeux. Ma voix était calme, froide, précise. « Oui, mon amour, » j'ai dit, ma voix résonnant dans le silence soudain. « On se connaît. » Amélie m'a regardée, totalement confuse. « Comment ?»« Céline !» j'ai continué, en m'adressant à ma femme, mais en fixant son fantôme. « Céline, c'est la femme dont je t'ai parlé. » Amélie a froncé les sourcils. « Quelle femme ? Je ne... » « La femme, celle d'il y a 10 ans, celle du bistrot italien. » J'ai vu les yeux d'Amélie s'écarquiller. J'ai senti sa main trembler dans la mienne. « Ouh, mon Dieu !» Elle a regardé sa sœur. « Céline, c'est toi ?» Céline a finalement trouvé sa voix. Un misérable petit couinement. « Marc, je ne savais pas. »« Tu ne savais pas quoi ?» j'ai demandé, faisant un pas de plus vers elle. « Tu ne savais pas que le raté que tu as jeté parce qu'il ne pouvait pas t'offrir un dîner décent finirait par avoir tout ce dont tu as toujours rêvé ?» Elle a reculé comme si je l'avais frappée. « Ou tu ne savais pas, » j'ai continué, ma voix baissant d'un ton, « que la sœur que tu as méprisée toute ta vie, le mouton noir, était la seule personne dans ta famille qui avait assez de cœur et d'intelligence pour reconnaître la valeur d'un homme avant qu'elle ne soit affichée sur son relevé de compte ?» Les larmes coulaient sur le visage de Céline maintenant. Des larmes de rage, d'humiliation. « S'il te plaît. » J'ai secoué la tête. « Non, je ne vais pas te plaindre. Je ne vais même pas te détester. En fait, je devrais te remercier. » J'ai attiré Amélie plus près de moi. Je l'ai embrassée sur la tempe. « Tu vois, Céline, » j'ai dit, mon regard se radoucissant en regardant ma femme, avant de redevenir dur comme du granit en la fixant. « Ton humiliation, cette nuit-là, ça a été le carburant de ma vie pendant des années. Ta cruauté m'a donné la rage de construire tout ça. J'ai fait un geste vers la maison, vers ma vie. Et si tu n'avais pas été si aveuglé par l'argent, si tu n'avais pas été si vide, je serais probablement resté ce gentil petit artiste fauché. » J'ai souri, un vrai sourire, mais sans aucune chaleur pour elle. Je ne serais jamais devenu l'homme que je suis, et je n'aurais jamais, jamais rencontré Amélie. Je n'aurais jamais su ce que c'est que d'être aimé pour ce que je suis, et non pour ce que je possède. Je me suis tourné vers ma femme, qui me regardait avec des larmes dans les yeux, mais aussi avec une fierté immense. « Alors merci Céline, » j'ai dit, ma voix redevenant un murmure final. « Merci de m'avoir quitté. Ça a été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Elle se tenait là, seule, au milieu de ma fête, dans ma maison, à côté de ma femme. La femme qui voulait vivre, pas survivre, regarder la vie qu'elle avait jetée. La femme qui voulait le monde venait de réaliser qu'elle l'avait eu et qu'elle l'avait échangé contre une illusion. Elle était brisée, vaincue, annihilée. Non pas par moi, mais par son propre reflet dans le miroir de la vie de sa sœur. Amélie, avec une grâce que je n'admirerai jamais assez, s'est approchée d'elle. « Je pense qu'il vaut mieux que tu partes, Céline. » Céline n'a pas dit un mot. Elle a fait demi-tour et elle est repartie. J'ai regardé ma femme. Elle m'a pris dans ses bras. « Ça va aller » m'a-t-elle murmuré. J'ai fermé les yeux. Pour la première fois de ma vie, la cicatrice ne me brûlait plus, elle avait disparu. Elle m'a quitté pour l'argent. 10 ans plus tard, elle m'a trouvé. Elle m'a trouvé marié à sa sœur. On appelle ça le destin, l'ironie. Moi, j'appelle ça la justice.